Le grand débrief du CES 2021 All Digital. Alors, tendance, fait marquant, déception aussi. Est-ce que les Français ont boudé ce CES numérique? On en parle avec Romain Heuillard, journaliste et consultant en informatique et nouvelles technologies pour des indépendants, des PME, dans tous les domaines. Vous pouvez faire appel à lui, il est merveilleux. Et pour Smartech, surtout, il a préparé une revue détaillée de ce CES 2021. Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur de l'ouvrage Autodisruption, dont nous avons déjà parlé dans cette émission, et également CEO d'Amborella. Et vous nous direz ce qui a attiré votre attention avec votre regard très particulier, le regard disruptif sur les business. Également avec nous en visio, Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester, l'institut d'études et de conseil qui suit particulièrement les marchés de la tech. Avec Thomas Husson, là nous aurons la vision de l'expert marketing. Et enfin, je ferai appel à Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, qui nous offrira cette dimension européenne que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par donner la parole à Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester. Bonjour Thomas. Bonjour. Puisque vous êtes le consultant, quelle est votre analyse déjà générale de ce CES 2021 ? Mais dans l'ensemble, c'est un CES qui donne, comme chaque année, le là, puisque c'est des grandes messes technologiques. Il n'y en a que quelques-unes dans l'année avec l'IFA, le CeBIT, etc. Donc, il y a eu un foisonnement d'innovations comme chaque année, beaucoup encore de gadgets et d'innovations qui ne sont pas forcément pérennes, des grandes tendances auxquelles on pouvait s'attendre, mais qui étaient sous le signe clairement du confinement. On a vu beaucoup plus de produits adaptés à l'environnement de la maison, que ce soit sur des business laptops, des écrans, des moniteurs connectés. On a vu aussi beaucoup de choses autour de la télé, de l'entertainment, de l'acoustique. Donc on sait qu'on passe plus de temps à la maison, on travaille plus. Donc les différents fabricants ont mis ça en avant, beaucoup de prototypes. Ce qui était peut-être un peu plus nouveau cette année, c'est plus d'emphase autour de tout ce qui touche à la green tech, l'utilisation de matériaux recyclés, une mise en avant d'un certain nombre de bénéfices autour de l'écologie et du respect de la planète. Donc on voit ces grandes tendances-là s'accélérer. Et puis après, il y a toutes les technologies, j'ai envie de dire, transverses qui sont là pour plusieurs années, que ce soit la 5G, l'Internet des objets, les voitures connectées, tout ça est toujours là, mais avec peut-être un petit peu plus d'emphase dans les discussions cette année sur la 5G. Parce que c'est là où finalement, c'est cette année finalement qu'elle va être lancée. On commence à avoir des terminaux qui sont vraiment accessibles d'un point de vue prix. Apple a lancé il y a quelques mois son téléphone 5G. Samsung va lancer un peu plus tard aujourd'hui ses Galaxy S21. Donc il y avait un peu plus de discussion autour de ça. Et puis c'est une des technologies qui va finalement permettre de connecter les autres aussi et d'être un catalyseur de ce monde connecté. Donc je dirais encore beaucoup d'innovations sous le prisme évidemment de la santé numérique et du confinement, avec beaucoup de choses autour des purificateurs d'air, des robots nettoyeurs, des masques connectés, ce genre d'innovation. L'enjeu étant évidemment de s'assurer qu'il y a des bénéfices consommateurs derrière pérennes et qu'au-delà du produit et de la technologie, les entreprises qui les utilisent pivotent leurs relations clients, développent des services et des contenus. C'est bien joli d'avoir une TV 8K. Pour ça, il faut qu'il y ait du contenu derrière et donc il faut créer un écosystème. Et c'est toujours encore un peu ce qui manque, je pense, dans le discours des marques autour du CES qui reste encore très technologique. N'allez pas trop vite, Thomas. On va revenir après sur les déceptions et ce qui vous a particulièrement plu. Donc on a bien compris, là on est vraiment sous le signe du confinement. Vous êtes d'accord avec ça également en plateau, j'imagine ? Oui, c'est un peu opportuniste. Oui. Mais bon. Ah, vous trouvez un peu opportuniste. Oui, alors, il n'y a pas de chargeur téléphone qui n'ait pas son UV pour enlever les bactéries. ouais. On trouve même des portiers électroniques qui vous donnent mesure de la température. Vous ne rentrez que si vous êtes pas fiévreux. Enfin, bon. Ok. Il y a des choses qui, à mon avis, ne sont pas forcément durables. Bon, alors les faits marquants, Romain Heuillard.
J'en ai noté, effectivement, sous le signe du confinement, j'en ai noté 2. Alors, c'est pas vraiment un fait marquant dû au confinement, mais parce que chaque année, on l'a dit, c'est vraiment le CES, la grand-messe, une des grands-messes de l'innovation. Et en particulier, le CES, c'est le salon des téléviseurs. Oui. Et Donc, alors, ça le reste encore cette année? Voilà, ça le reste encore, et donc c'est normal, puisque, évidemment, on passe plus de temps à la maison. Donc voilà, les télévisions, évidemment, à la Le maison, retour c'est en grâce parfait. de la télé. Il y a quand même un point cette année en particulier. Il y a un gros focus, je trouve, sur le jeu vidéo, qu'il y avait moins les années précédentes. Le jeu vidéo a toujours été évidemment au CES, mais là, j'ai trouvé qu'on en avait beaucoup entendu parler cette année en particulier, du fait évidemment qu'on a plus de temps, ou en tout cas on est plus à la maison, donc plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. Donc on a pas mal de téléviseurs effectivement qui ont des taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, donc pour les nouvelles consoles de nouvelle génération qui sortent en ce moment. On a parlé donc de 8K. Effectivement, il y a des premiers téléviseurs 8K. Je pense que c'est un peu tôt. C'est pas une surprise non plus, ça. Non, ça c'est pas une surprise du tout, effectivement. Alors le souci qu'on a sur le marché du téléviseur, c'est qu'il y a très peu de fabricants de dalles au final, et qu'il y a malgré tout beaucoup de fabricants. Et donc les fabricants, pour se démarquer, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont le design, mais la surface des écrans est tellement importante. Maintenant, il y a très peu de bordures, donc en fait, on peut plus tellement se démarquer sur le design. Donc ce qui reste, c'est l'intelligence artificielle. En plus, c'est un buzzword qui marche bien. Ce qui est amusant, c'est que voilà, on a les fabricants du coup qui nous présentent de nouvelles choses pour améliorer, rendre l'image encore plus réaliste. Que quoi, on sait pas tellement. Et ce que je trouve assez amusant... C'est chez Sony où ils ont travaillé ce concept de l'image qui s'adapte finalement à ce qu'on ressent, c'est ça? Ce qui est très marrant, c'est que c'est un projet sur lequel un autre environnement. C'est un projet sur lequel j'ai failli travailler à la fin des années 80. Quand même. En fait, l'idée, c'est de dire que l'œil n'est pas parfait, le cerveau derrière n'est pas parfait. On appelle ça la psychophysique. C'est comment la psychologie reçoit les informations physiques. Et du coup, plutôt que de faire une technologie qui en fait trop par rapport à ce que notre œil perçoit, autant pousser la technologie à l'extrême sur ce que l'œil regarde. Donc Sony, leur truc, c'est il regarde où est votre œil, il améliore là où est votre œil, et puis il fait un peu moins ailleurs parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas de tout faire. C'est drôle parce que c'est un très très vieux concept. Ce que je trouve très amusant là-dessus, c'est qu'effectivement, on essaye... Enfin, vous avez pu tester des dispositifs approchants? Des télévisions qui font des traitements d'images, comme je disais, c'est le seul mais alors en fonction de là où effectivement on a tendance à regarder la télé. Déjà, oui, ça existe. Et ça fonctionne, c'est efficace ça? C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que le souci qu'on a, c'est que le cinéma déjà n'est pas parfait. Il y a des soucis d'optique, on fait des choix, on fait la mise au point à tel endroit, alors qu'avec l'œil, très vite on s'adapte. Dans la réalité, tout nous paraît au point, et au cinéma, on dirige le regard, etc. Et ce qui est amusant, c'est que le cinéma déjà est imparfait, donc là on essaye je ne sais pas pourquoi, de rajouter de l'imperfection. Et de toute façon, des sociétés comme Netflix, la plupart de ces téléviseurs-là sont certifiés Netflix, et ils ont donc un Netflix Calibrated Mode qui désactive ces traitements. Parce que les producteurs de séries ou de films sur Netflix, ils veulent qu'on voit leurs films tels qu'ils ont été faits. Et donc il y a cette espèce de truc un peu bizarre où les fabricants et les productions ne veulent pas la même chose, mais ils ont des intérêts différents. Voilà. Je voulais juste faire réagir aussi Thomas Husson. Là, on est typiquement dans la technologie, les prouesses, mais quid de son adoption, de son utilité sur le marché? Oui, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire quels sont les bénéfices utilisateurs et comment on intègre des services. Sony, par exemple, puisqu'on parlait de terminaux 8K, j'ai envie de dire, enfin a annoncé qu'il y aurait un certain nombre de films offerts sur certains téléviseurs avec Sony Pictures. Donc finalement, c'est comment on crée des bénéfices utilisateurs au-delà de la technologie, et qu'est-ce qui va rester, parce qu'il y a un tel foisonnement d'innovation. On aurait pu parler aussi de prototypes de voitures volantes, de démos, de prochaines voitures Sony qui embarquent tout un tas de capteurs et de technologies. Il y a énormément d'innovations, et celles qui seront pérennes seront celles qui évidemment intégreront du contenu et des services et qui feront partie du quotidien des utilisateurs. Après, c'est vrai que ça donne un peu un aperçu de ce qui va arriver en tendance dans les années à venir et de ce qui va se démocratiser. C'est toujours un petit peu la même histoire, entre guillemets, et il y a malheureusement encore un petit peu trop d'emphase sur la techno pour la techno. Oui, ça permet de voir ce qui pourrait arriver. Et puis avec on ne sait pas tout forcément. Pardon, juste pour terminer sur Sony. Oui, mais il faut qu'on sorte de la télé pour continuer, mais allez-y. Juste un tout petit truc. On conclut sur Sony. Suivre le regard, ça se fait depuis très longtemps. Quand on regarde ce que font les gens quand ils regardent un écran de PC. Pour savoir où est-ce qu'ils le regardent. Les outils marketing, sur les sites internet, bien sûr. Vous imaginez, si vous savez exactement quelle partie de l'image le téléspectateur regarde, pour les annonceurs, pour le product placement, c'est une mine d'or. Évidemment, Sony ne va pas le dire,
Mais globalement, il faut regarder ça comme étant C'est-à-dire c'est le business model de l'Internet qui arrive de la vraiment sur le publicité et, téléviseur. et avec un changement des cartes, parce que qui maîtrise la position du regard, savoir où est le regard, c'est le fabricant. C'est pas l'annonceur et encore moins la régie. Donc ça c'est un point. Donc Ouais. moi je suivrais bien ça sous cet angle-là. D'accord, Qu'est-ce que va donner la intéressant. publicité? Est-ce qu'il y Et a, puis est-ce sur qu'il y a le autre côté- chose? Est-ce que votre regard justement disruptif s'est arrêté sur d'autres annonces? Ah plein. Enfin, Alors, il y a un gros sujet qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Restons sur Sony et sa voiture. Donc Sony construit une voiture. Bon. Samsung construit un cockpit. Et donc dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? On construit une voiture autour d'un écran. Vous vous souvenez, Elon Musk, une voiture, c'est un iPad sur roue. Sauf qu'Elon Musk n'était ni dans les roues, ni dans l'iPad. Bon. Là, vous avez des gens qui sont dans les écrans et qui se disent, je vais dans la voiture. Et à l'inverse, que fait Mercedes? Il présente un écran qui fait 1,40 m de large. Donc, j'ai envie de dire que les fabricants de voitures sont pas au bout de leur peine, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils voient poindre l'horizon? Les grands de l'électronique grand public, ils se disent, mais pourquoi j'achète pas une voiture, surtout si j'ai plus besoin de volant, parce qu'elle devient autonome. Ouais. Et donc, dans ce combat où on se dit peut-être que l'entertainment va mettre un pied dans la voiture, parce que finalement, un moteur, c'est très simple à faire. Un moteur électrique de voiture, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Enfin, la barrière à l'entrée, elle est tombée. Pas que ça, mais Et ça se trouve, au CIS, vous aviez un gars qui proposait des petits moteurs pas chers pour faire des voitures électriques. Donc on sait bien que ça devient un mécano, un puzzle. Donc d'une c'est la part, construction d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants dans cet écosystème Exactement. dans lequel Donc ça peuvent devient- rester quand même les Tout à fait. constructeurs. oui, rassurons-les. oui, mais le grand sujet devient, c'est quoi l'entertainment? Ouais. L'année dernière, Mercedes avait sorti sa super concept car Avatar, c'était une salle de cinéma sur roue. Et ce que je trouve intéressant, c'est le risque, c'est qu'effectivement, ils se fassent dépasser par les gens du CIS, mais ils ont un atout. Quand vous êtes au volant, vous ne pouvez pas faire 50 choses à la fois. Et donc Mercedes a fait un énorme travail de recompilation de toutes les applis pour ne proposer que ce qui est pertinent à l'utilisateur. Et ça, c'est un truc qui n'est pas fait. Du coup, si vous prenez une interface même iPhone, elle paraît soudain démodée. Vous avez des applis qui n'en finissent pas, et quand vous conduisez, vous ne pouvez pas scroller les applis. Alors, il y a Donc c'est peut-être le Thomas secret, Husson qui l'avenir est là. voudrait réagir à ce que vous Pardon. dites, mais assez rapidement, parce que je voudrais qu'on enchaîne avec les PC. Oui, très brièvement, je voulais juste revenir sur les nouveaux entrants dans l'automobile. Sony est là pour faire un showcase de sa technologie. Et ce qu'ils vont vendre derrière, ce sont des capteurs, ce sont tout un tas de technologies, effectivement les écrans, mais pas que, et pas nécessairement des voitures. Et c'est vrai de pas mal de nouveaux entrants de l'univers digital. Ils vont s'associer avec des constructeurs, on l'a vu avec les récentes annonces, ou en tout cas rumeurs entre Apple et Hyundai. Et la voiture devenant une commodité. C'est ça la difficulté, où est la valeur? Et donc, on passe au PC, quand même. On est dans Smart Tech, il faut s'intéresser à la machine. Romain Huillard, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant? dans le contexte effectivement du confinement, il y a le grand retour du PC. Ça fait quelques années qu'on parle d'ère post-PC en s'imaginant que les tablettes, les smartphones vont remplacer le PC. Là, c'est la première année depuis 10 ans que le marché du PC a une croissance à 2 chiffres. Donc voilà, ça montre bien que l'année 2020 a été assez J'ai reçu significative. le dirigeant de Dell France qui a fait une super année. Bah, c'est sûr, avec le télétravail, on est tous en train de s'équiper là. Et donc il y a déjà donc, le retour il y a pas mal d'annonces de PC au CES, alors que c'était plutôt sur d'autres salons ces dernières années, des grosses annonces d'ordinateurs en général. Il y a évidemment, alors même si on est à la maison, l'ordinateur portable reste l'ordinateur, enfin on parle assez peu d'ordinateur fixe aujourd'hui, ça reste maintenant un peu spécifique. Mais les progrès sont tels qu'on peut faire du jeu vidéo maintenant, du vrai jeu, il y a des PC portables qui sont assez doués en jeu vidéo. Donc là, on a des ordinateurs portables, alors bariolés, plein de couleurs. Avec, Ça ne change pas, c'est vraiment pour les gamers. Oui, ça c'est sûr. Avec des nouvelles cartes graphiques très puissantes. Il y a Nvidia qui a annoncé il y a quelques mois des nouvelles cartes graphiques extrêmement puissantes pour ordinateur fixe, qui là au CES du coup sont déclinées pour ordinateur portable. Et on a le grand retour d'AMD sur le portable. Ils étaient de retour déjà sur le fixe depuis 1 an ou 2. Là, ils sont aussi, ils reviennent en grande force aussi sur l'ordinateur portable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on parle beaucoup de 5G pour quand on se balade avec le mobile. Là, sur ordinateur portable, on a le Wi-Fi 6E qui ajoute une nouvelle fréquence, donc un petit peu comme la 5G. Voilà, une nouvelle fréquence qui permet de nouveaux débits. Donc, on peut s'attendre peut-être à des controverses, encore une fois, en termes de santé à ce sujet. Mais en tout cas, l'ordinateur portable... tout en étant à la maison, en fait, peut s'affranchir de câbles. Et ce Wi-Fi 6E, on va avoir des produits cette année? Là, la plupart des ordinateurs portables qui ont été annoncés là sont compatibles.
Super. Une réaction sur le marché du PC, Alain Staron ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous, ce qui vous a intéressé, c'est... j'ai noté, parce que vous m'en avez parlé, on part de la tech augmentée à la tech supportée. Oui, en fait, c'est un anglicisme, pardon. Le slogan, c'est Tech Augmented Life. C'est autrement dit, ma vie est augmentée grâce à la technologie, ce qui conduit à des choses un peu... Enfin, il faut se poser la question jusqu'où ça va aller. On avait déjà parlé de l'économie de l'attention qui atteint ses limites parce qu'on n'a qu'un regard. Ben maintenant, LG fait des écrans transparents, donc on voit deux choses à la fois. Bon, mais jusqu'où ça va pouvoir aller, hein, c'est celui qui se déroule devant son lit le matin. Bon, et donc on veut augmenter, mais on est limité par nos sens. Dans la série, j'augmente aussi, rebondir sur le domaine des jeux. Vous avez vu que maintenant, vous n'avez plus de souris, vous avez un capteur qui capte le muscle de l'index et qui dégaine plus vite que le temps d'appuyer sur la souris. Donc si vous voulez gagner dans les jeux multijoueurs, c'est ça qu'il faut. Très important. Et donc là, on est toujours dans une logique où la tech nous permet de faire plus avec notre corps et ça pourrait se décliner à l'infini. Et à côté de ça, il y avait un stream qui était assez marginal jusqu'à présent au CES et qui est devenu vraiment mainstream, c'est la santé. C'est-à-dire prendre soin des aînés, monitorer tout et n'importe quoi, prendre des précautions sur tout. Mon frigidaire, la porte s'ouvre toute seule parce que si je suis en train de cuisiner et que j'ai les mains sales quand j'ouvre la porte, ben, j'ai des microbes. Enfin, des trucs très pratiques. Hein. Les toilettes qui se ferment toutes seules pour éviter les miasmes, ça c'est Colère. Enfin, le frigo, c'était LG. On a donc, maintenant, on se rend compte que la tech, c'est Covid hein, pour le coup. Mais la tendance est plus forte que Covid. Covid a ouvert les yeux, mais la tendance, c'est de dire est-ce que la tech peut nous protéger de notre basse condition humaine. C'est le sujet de la résilience, en fait, appliquée à l'être humain. Ouais. Nous sommes nombreux sur Terre. Les maladies, c'est depuis la nuit des temps, c'est parce que les gens se regroupent. Comment fait-on pour aider ça ? La tech se dit, je peux peut-être aider en instaurant des micro-barrières qui permettent de vivre dans un monde un peu plus safe. Thomas Husson, vous avez commencé à l'aborder, hein, déception ou pas, la 5G. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette 5G sur le CES ? Vous attendiez à plus ou à moins ? Il y avait très peu d'annonces de produits 5G, ce qui est pas étonnant parce que c'est pas encore un sujet vraiment grand public. Ça va le devenir avec les smartphones qui deviennent accessibles, mais la 5G aujourd'hui, c'est surtout un enjeu pour les entreprises. C'est pour les usines connectées, c'est pour les jumeaux numériques, c'est pour tout un tas d'applications de télémédecine. Il n'y a pas vraiment encore de use case et de bénéfices clients associés à la 5G qui soient vraiment disruptifs. Commence à parler, à évoquer de sujets qui mélangent justement on va dire la réalité virtuelle ou étendue avec de la 5G dans un stade, mais bon, comme on n'est pas encore dans des situations où malheureusement on peut retourner dans des grands environnements, c'est pas trop le cas. Donc c'est surtout pour les entreprises. Et puis voilà, c'est encore relativement tôt. Ça va prendre des années à se déployer. C'est encore comme à chaque rupture technologique, un peu la poule et l'œuf. Il faut créer les réseaux, il faut les déployer, il faut démontrer les bénéfices. Oui, c'est plus rapide, évidemment, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas encore accessible, et particulièrement, évidemment, en France, où on a malheureusement pris un peu de retard, parce qu'il y a à la fois ce qu'évoquait Alain, la technologie augmentée qui peut résoudre des problèmes et aider à améliorer la santé, tout ce qui est green tech, etc. Et puis une certaine défiance, en particulier en France, autour de nouvelles technologies qui font un peu peur parce qu'elles sont finalement mal appréhendées et parce que les consommateurs, à juste titre, ne voient pas forcément les bénéfices immédiats qu'ils pourraient retirer. Donc, ce n'est pas forcément une déception, il fallait s'y attendre. Mais annoncé en grande pompe, hein, ça devait être un truc important. Et puis bon, finalement... Voilà quoi, on reste réaliste sur la 5G. Je voudrais parce que là ça va très très vite, on accélère un petit peu. Les pépites, Romain Yard. Alors on parlait effectivement de côté santé, il y a un produit qui a vachement retenu mon attention, c'est un masque annoncé par Razer. Alors Razer en plus qui est une marque de jeux vidéo, ils font des ordinateurs portables pour jeux vidéo par exemple. Là ça sort un petit peu de nulle part, ils lancent un masque... avec en fait qui est transparent. Donc en fait c'est un masque qui recouvre vraiment le visage, mais qui est vitré. Donc on voit la bouche, ça permet de lire sur les lèvres ou de retrouver les expressions faciales. Il est ventilé. Donc l'idée c'est qu'on a ni chaud, il n'y a pas d'humidité qui se forme dans le masque. Il amplifie la voix aussi. Et si j'ai bien compris, il peut même transformer la voix. On reste dans l'univers un petit peu du jeu vidéo et du transhumanisme ou de ce genre de choses. Et il transforme la voix. Ok.
Toujours chez Razer, une chaise, donc toujours aussi dans l'esprit du confinement, on est chez soi, une chaise, un produit très, très étonnant, une espèce de chaise de jeu avec l'écran en fait qui se déploie dans le dos et une espèce d'écran flexible qui vient se dérouler devant le regard. Alors ça, on a les images. Ouais. Ouais, donc c'est assez impressionnant, c'est un concept seulement, il y a assez peu de chances que ça se concrétise à court terme. Mais en tout cas, voilà, c'est amusant. C'est une petite pépite parce que c'est c'est un effet waouh quand même. Voilà, c'est un des produits vitrines assez amusants, moi qui a retenu mon attention au CES. Et dans le même genre, on revient côté téléviseur et en particulier chez LG, on en a déjà un petit peu parlé. C'est ce téléviseur, effectivement, ce pied de lit avec un téléviseur qui est translucide et qui s'escamote. Et donc qui permet d'afficher la météo le matin, ses rendez-vous, etc. Et alors, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait qu'il soit translucide, parce que je crois que dans les images de LG, voilà, il y a un deuxième téléviseur derrière, donc, voilà, donc on est supposé faire deux choses en même temps. C'est toujours plus. Un petit peu étonnant. Et chez LG toujours, alors je pense pas qu'on aura d'image parce qu'en fait c'est très bizarre. On l'a vu pendant 5 secondes. C'est un smartphone avec un écran enroulable. Ah oui, si, alors on en a parlé hier et on a vu une petite image. Voilà. Donc on connaît les smartphones pliables, là, qui sont concrets, qui sont sur le marché déjà depuis 1 an ou 2 chez Samsung notamment et chez Huawei. Là, c'est un smartphone. Le pliable, il y a quand même des inconvénients. C'est un peu gros parce que du coup, c'est double épaisseur. L'enroulable est beaucoup plus intéressant. Oui. Voilà. Bon, après, à voir comment ça s'enroule vraiment. Il y avait une dernière chose, des écrans, c'est ça ? Oui, les écrans, effectivement. Donc, toujours confinement. Très important, ça, les écrans, ouais. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs portables de fonction et quand ils sont chez eux, c'est compliqué de travailler avec un écran tout bas. L'ergonomie est désastreuse. Donc là, beaucoup de gens s'équipent d'écrans et Dell annonce des écrans qui intègrent en plus une webcam et une super barre de son et des super micros. Donc voilà, c'est l'esprit visioconférence, on télétravaille, on fait des cyber-apéros. Et ces écrans sont adaptés à ça, et donc c'est assez pratique. Écran étanche. Ouais. Alors, on va donner la parole à Charles-Louis Machuron, parce qu'on arrive à la fin de notre temps de débrief. Charles-Louis, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, il y a eu une délégation luxembourgeoise sur ce CES. C'était quoi, 10 startups qui étaient présentes ? Exactement, une dizaine de startups en tout cas participent à cet événement CES. C'est la 4e année consécutive que le Luxembourg est représenté officiellement au CES. Et voilà, les startups en tout cas sont très enthousiastes depuis lundi sur la participation. Les thématiques, il n'y avait pas que de la FinTech, Charles-Louis. Et non, d'ailleurs, il n'y a aucune startup, il y a une startup FinTech qui fait de la crypto qui participe, mais sinon, toutes les autres startups ne sont pas FinTech. On a une startup dans la mobilité, 2 startups HRTech, une startup cybersécurité, donc c'est assez varié. On a également Fashion Tech, donc voilà, c'est une délégation assez hétéroclite. Et il faut préciser qu'elles sont emmenées par Lux Factory, qui est partenaire officiel du village francophone sur le salon. Ça veut dire quoi ? Vous aviez des représentants officiels du Luxembourg qui ont fait un peu mousser l'attractivité du pays ? Exactement, donc Lux Factory, donc c'est une société de consultance en management et en innovation qui a pris le lead il y a 4 ans de représenter le Luxembourg au CES et donc d'embarquer les startups et les officiels sur ce salon. Donc ce sont vraiment eux qui coordonnent les partenariats. Ils ont fait un partenariat officiel avec le village francophone du CES pour permettre justement aux startups qui participent de pouvoir plus facilement networker, faire des rencontres avec l'ensemble du village francophone. Et comme les startups luxembourgeoises se développent principalement aussi sur le marché francophone, France, Belgique, qui sont également voisins, c'est également l'occasion pour elles de rencontrer des partenaires, des clients potentiels, des investisseurs. Donc voilà, c'est un partenariat qui est assez stratégique pour le Luxembourg. Bon, très bien, comme ça on leur a donné aussi un peu de temps de parole dans Smart Tech. Merci Charles-Louis, on arrive à la fin. Je vais vous demander juste un mot de conclusion chacun sur ce CES 2021. Alain Staron. En un mot, c'est vraiment trop difficile. Oui, alors voilà une phrase. Juste un truc, sur ce CES 2021, il n'y avait ni Google, ni Facebook, ni Amazon. Et ça veut dire que si on veut faire autre chose que regarder ce qui se passe, mais commencer à discuter, négocier, faire des partenariats, c'était raté. Bon, ils étaient occupés à plein d'autres sujets aussi, faut dire, les pauvres. C'est vrai. Les pauvres. Thomas Husson, un mot de la fin sur ce CES. Je dirais accélération. On voit que l'adoption des technologies s'accélère. Et donc l'enjeu pour les grandes entreprises, en particulier françaises, c'est de transformer leur organisation et leur culture pour vraiment s'adapter à cette évolution technologique
La tech le fait bien, on avait une belle représentation et des belles levées de fonds l'année dernière. Maintenant, je pense que c'est plutôt au niveau des grandes organisations où il faut suivre et s'adapter à cette accélération. Romain Heuillard? C'est toujours le temple du consumérisme et j'ai une petite déception moi sur le plan écologique. J'ai trouvé que les grandes marques avaient soit trop mis l'accent dessus, soit trop versé dans le greenwashing. J'ai juste un exemple, c'est Samsung qui a présenté pour ses téléviseurs une télécommande avec du plastique recyclé, 24% de plastique recyclé, ce qui n'est pas énorme, on peut faire beaucoup plus, et un petit panneau solaire au dos, donc c'est supposé moins polluer. Le souci, c'est que sur un tout petit produit comme ça, a priori, un panneau solaire en fait va être plus polluant que le remplacement de piles, donc un peu déçu voilà, sur le plan écologique par les grands fabricants. Plutôt santé que écologie. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci Charles-Louis Macheron pour ce petit clin d'œil au Luxembourg. Merci Thomas Husson de Forrester, Romain Heuillard, journaliste et consultant, et Alain Staron d'Amborella.